Vos émissions préférées sont toutes sur Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par le groupe RDIMO Aix-les-Bains. Vous entendez les murmures du lac? Histoire, immobilier, culture et patrimoine. Romain a plein de choses à vous dévoiler. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en direct comme toujours sur le 92.1 FM, en direct d'Aix-les-Bains, de nos charmants studios aixois pour cette nouvelle édition des Murmures du Lac, immobilier, histoire, patrimoine, tout un programme, dites-moi tout. Aujourd'hui, écoutez, le marché immobilier est plutôt pas trop mal, on sent que le vent tourne dans la bonne direction. Alors on s'est dit qu'on allait traiter un petit peu un des aspects fondamentaux d'une transaction immobilière, à savoir son financement. Et qui de mieux qu'une équipe de courtiers modernes et locaux pour m'accompagner dans cette émission. Alors aujourd'hui ils sont venus en force, hein. Ils ont voulu m'impressionner là. J'ai trois gaillards en face de moi que je vais présenter bien sûr tout de suite. Donc on a Nicolas Guinet. Bonjour Nicolas. Bonjour Romain. Arthur Pégard, bonjour Arthur. Bonjour Romain. Et a priori, on a un ponte aujourd'hui, un responsable Rhône-Alpes, Samuel Mentor. Merci Samuel de ta présence. Merci Romain. Merci à tous les trois donc pour cette émission. L'idée c'est un petit peu de décortiquer l'actualité immobilière du côté financement. Est-ce que le monde bancaire, qu'est-ce qui se passe en 2025? On va essayer de retracer un petit peu les grandes lignes là des derniers mois, dernières années de manière assez synthétique pour se concentrer un petit peu sur les dernières semaines, les derniers mois. Mais avant toute chose, City & Co. Donc c'est l'entreprise que vous êtes venu un petit peu représenter et nous faire connaître un petit peu plus aujourd'hui. Merci pour ça. Pour l'anecdote, donc on se connaît depuis maintenant quelques mois. On a plaisir à travailler et à vous solliciter pour nos clients vendeurs, surtout bien sûr acheteurs, car c'est un passage obligatoire. Hein. On n'est pas tous des millions sur les comptes, donc il faut bien emprunter un petit peu d'argent pour acheter son appartement ou sa maison. Et le feeling est plutôt bien passé. On a trouvé une modernité dans votre approche, que ça soit dans l'écoute ou dans vos services. Et pour commencer, alors je crois que c'est Arthur qui va nous faire l'honneur de nous présenter un petit peu City & Co, qu'est-ce que c'est, un petit peu l'historique de l'entreprise, son ADN, et de nous dire un petit peu d'où vous venez et où on va. À toi Arthur pour cette petite présentation. Eh bien, merci Romain. Oui, en effet, City & Co, c'est un groupe qui a été créé il y a maintenant plus d'une dizaine d'années. C'était en 2013 à Tours, à la base. Donc, c'est un groupe tourangeau créé par Thomas Lhomme et Fiona Girard, qui sont toujours à la tête du groupe. Donc, ça reste un groupe familial qui s'est développé ensuite sur Paris, sur Bordeaux, et puis sur Lyon un peu plus récemment, puisqu'on est arrivé dans la région Rhône-Alpes en 2020. Donc, on a maintenant quasiment une trentaine d'agences pour 100 collaborateurs. Donc ça s'est bien développé, toujours sur le format de la recommandation, c'est important. On parle de modernité, il y a pas mal d'outils, on aura peut-être l'occasion d'en parler aujourd'hui, mais on travaille sur la recommandation, donc tous nos clients sont des clients qui sont recommandés soit par des clients qui ont été satisfaits de nos services, et puis aussi par des partenaires agents immobiliers qui ont besoin en effet que leurs clients puissent trouver le prêt aux meilleures conditions et donc qui recommandent nos services dans ce cadre-là. Donc sur la région, ça fait maintenant 3 agences sur Lyon. On est également sur Annecy depuis maintenant un petit peu plus d'1 an. Ça fonctionne très bien, c'est une opportunité qu'on a pu saisir. Et puis on essaie de continuer à se développer sur ce secteur, notamment de la Savoie et de la Haute-Savoie. Donc plutôt entreprise nationale qui rayonne à l'échelle du pays. Le point d'ancrage en Rhône-Alpes, Lyon, c'est un petit peu le point de départ régional. Une opportunité à Annecy et a priori plutôt à court terme un bureau probablement peut-être Chambéry, peut-être Aix-les-Bains. On se doute que vous allez peut-être continuer votre expansion et marquer un drapeau en Savoie après la Haute-Savoie, parce que c'est important d'être présent physiquement dans les deux. Hein. Ici on y tient. Il faut un pied dans chaque département. En tout cas c'est plutôt plaisant comme dynamisme. Une dizaine d'années, 30 agences chapeau, parce que c'est quand même un développement assez rapide. Donc j'imagine assez efficace, parce qu'on grossit pas comme ça sans raison. Une petite question peut-être un peu plus personnelle. Qu'est-ce qui, par exemple, pour toi Nicolas, t'a fait choisir cette entreprise? Parce que le monde du courtage, c'est un peu comme les agences, hein, il y a pléthore de distributeurs, d'adresses. Qu'est-ce qui t'a plu justement un petit peu et qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer avec ce partenaire? Eh bien, ce qui m'a vraiment motivé à me lancer avec ce partenariat, c'était l'aspect très moderne, je trouvais, du groupe, qui inscrivait une trajectoire dans le temps long, mais aussi dans le temps court. On avait vraiment la possibilité de s'inscrire dans une trajectoire d'une entreprise qui était très proche de ses salariés, qui donnait
possibilité d'implication, parce que Arthur ne l'a pas dit, mais les collaborateurs qui sont aujourd'hui associés au groupe ont été avant, comme je les suis, courtier en prêt immobilier. Donc il y a vraiment une volonté d'associer tous les collaborateurs au développement du groupe, et ça me paraissait fondamental. De la même façon, on y reviendra, on a des spécificités chez City & Co, notamment le fait de pouvoir travailler avec l'ensemble du secteur bancaire. Ça me paraissait très important, parce que pour m'être renseigné un petit peu sur ce qui se faisait à côté, on était beaucoup sur une rémunération bancaire qui était au centre de l'activité de nos confrères. Nous, on a vraiment fait le choix d'avoir une stratégie qui soit pas du tout celle-là, et moi je me sentais vraiment à l'aise avec ça, de pouvoir aller chercher la meilleure solution là où elle se trouvait, et donc c'est tous ces aspects-là en fait qui m'ont convaincu de m'associer à la réussite de City & Co, et j'espère y apporter ma pierre encore plus profondément. On n'en doute pas. Je viens un petit peu à Samuel, responsable donc Rhône-Alpes. Quel est je dirais un petit peu tes missions au quotidien? Est-ce que tu es encore dans le terrain justement à financer? Est-ce que tu es plutôt à coacher, driver, manager, former les collaborateurs? Qu'est-ce que fait un responsable régional chez City & Co? Ah, ça ricane à côté, hein, à part boire le café, donc Samuel, qu'est-ce qu'on fait? Pour ça, faut boire du café. Pour ma part, oui, je suis complètement sur le terrain en ce qui va concerner le financement. Donc toujours dans cette actualité-là, et puis ça peut m'arriver donc d'accompagner des collaborateurs sur la présentation de notre stratégie auprès d'autres partenaires Donc moi je vais intervenir sur Annecy et sur Lyon, et du coup surtout sur Lyon pour cette partie accompagnement. Est-ce que aujourd'hui vous êtes justement, tu le soulignais Nicolas, bien implanté avec la quasi-totalité des partenaires bancaires? Est-ce qu'aujourd'hui c'est comment dirais-je, encore une de vos préoccupations du quotidien d'aller chercher de nouveaux partenaires bancaires, ou est-ce que cette partie-là est plutôt comment dirais-je, réglée, et vous vous concentrez sur le client purement? Oui, on est tout le temps à la recherche de meilleurs partenaires. Disons que même si on les sollicite tous, les partenariats, enfin les partenaires bancaires, on est tout le temps en relation avec eux pour les satisfaire encore plus, pour augmenter la relation et l'intensité de la relation, pour que finalement le partenariat il soit encore plus pérenne, et que les solutions elles le soient encore plus pour nos clients. Donc évidemment c'est important d'aller chercher les conditions les meilleures, les plus optimales, et donc d'avoir de bonnes relations avec nos partenaires et de les étendre au maximum, effectivement. Alors, sans refaire forcément un historique trop lointain, mais on a tous un petit peu en tête qu'on sort de périodes il y a 4-5 ans où c'était un peu plus facile, les taux étaient extrêmement bas, anormalement bas. Est-ce que pour vous c'est comme pour nous agents immobiliers, on était un petit peu de toute façon des activités assez liées. Est-ce que par exemple Arthur, est-ce que tu sens que depuis cette période assez faste où on se posait pas trop de questions, on est passé par pas mal de choses. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'on commence à sortir un petit peu la tête de l'eau? Est-ce que ça va un petit peu mieux? Raconte-nous un petit peu ces peut-être 2 dernières années, et en s'arrêtant un petit peu plus sur la fin d'année et ce début d'année. Oui, très clairement, on est sur un contexte où je dirais qu'on a enfin un peu le vent dans le dos. Nous, professionnels de l'immobilier, courtiers, on en fait partie, agents immobiliers, on peut parler aussi des diagnostiqueurs et de tout ce qui va graviter autour de l'immobilier. On a eu quand même des années qui ont été sorties de Covid un peu euphoriques, mais qu'on a vite un peu déchanté avec l'augmentation des taux, les problématiques de taux d'usure, on pourra peut-être y revenir plus précisément, mais qui ont quand même bien grippé le marché. Et puis ensuite, les taux augmentant, les budgets de nos clients forcément ont baissé. On a eu une baisse du volume de transactions qui a été assez importante et qui a beaucoup impacté le marché. Là, je dirais que depuis la fin d'année 2024 et surtout le début d'année 2025, on a une conjoncture qui permet à nos clients d'avoir des budgets qui correspondent à ce qu'ils recherchent, donc de mettre beaucoup plus de vendeurs d'accord avec des acquéreurs, parce que c'est ça le but du jeu. Il n'y a rien qui se fait sans ça. Donc on l'a senti, il y a des clients qui nous ont rencontrés en 2024, même parfois 2023, qui maintenant trouvent leur bonheur. Ça veut dire qu'ils permettent à leur projet d'aboutir. Donc on le voit depuis septembre 2024, les clients se remettent dans leur projet, et surtout depuis 2025, le concrétisent, signent des compromis, obtiennent leur financement, et puis enfin les clés de leur logement. Donc on est quand même sur une conjoncture qui est bonne. Et puis on a aussi les médias. On parle aujourd'hui à la radio, et c'est vrai que on entend
de plus en plus à la radio, à la télévision, dans les journaux, que enfin c'est le moment d'acheter. Ce qui était quand même pas le cas depuis quelque temps où on disait voilà, attention, c'est compliqué. T'étais beaucoup de communication négative sur l'immobilier et c'est plus le cas et ça nous aide aussi. Donc c'est important de le dire. Je suis assez d'accord avec ça. Après, je suis d'accord avec le discours qui a été entendu, enfin propagé. Après, les chiffres pour moi étaient pas si mauvais que ça non plus sur ces années-là. Mais c'est un petit peu le propre entre guillemets du capitalisme, c'est toujours plus. Et c'est vrai que bien sûr on est arrivé sur quasiment 1 200 000 transactions pour retomber à 750 800, donc ça fait un gap assez important. Mais quelque part c'était des chiffres tellement stratosphériques que bon, il y avait peut-être un petit peu de ça. Et puis aussi quelque chose, je trouve, qui est important de souligner, de rappeler, c'est également que l'immobilier, il y a, je dirais, 3 composantes essentielles. Vous avez l'immobilier résidentiel, l'immobilier professionnel, et dans l'immobilier résidentiel, vous avez le neuf. Et c'est vrai que le neuf, quand vous avez 60% des ventes à peu près, une vente sur 2, c'est du Pinel, et que là, vous avez plus de dispositif social, de défiscalisation, pardon. Ça faisait quand même des années. On avait eu des Duflo, des machins, des trucs, du Pinel, et finalement, on a eu aussi un gros manque de stock, entre guillemets, à vendre. Une complexité bancaire avec des taux qui remontaient un peu ce taux du jeu, etc. Les investisseurs, qui étaient quand même un nombre d'acheteurs assez important. Donc, il y a un petit peu tout ça qui expliquait qu'on arrivait à un marché qui s'est un petit peu transformé. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, le marché, c'est un petit peu, effectivement, il a atterri. J'aime bien ce mot en disant, on a un petit peu des taux qu'on trouve cohérents. Bon, est-ce que 3,5, c'est encore peut-être un petit peu élevé? Moi, j'aimerais être entre 2,5 et 3. Je trouve que ce serait quelque chose d'honnête pour tout le monde. Chacun gagne sa vie. Les banques empruntent, 1,5, 2, ça va. Ils ont pas besoin non plus comme tous, ils ont besoin de tourner, mais sur des montants qui sont quand même très importants et des volumes de crédit qui sont importants, ça pourrait peut-être fonctionner. Là, bon, l'actualité, tu soulignes l'actualité, alors revient un petit peu sur le devant de la scène de manière un peu négative. Genre, est-ce que vous expliquez l'actualité? Est-ce que c'est ça qui a reboomé un peu les taux et qui sont remontés un petit peu, ou c'est peut-être d'autres explications? Oui, tout à fait. Le marché est très très nerveux. Normalement, avec la baisse des taux directeurs de la Banque Centrale Européenne, qu'on constate concrètement depuis fin d'année dernière, qui prend de l'ampleur. Là, avant de venir, on a encore vu que la BCE avait baissé de 0,25 à nouveau ses taux d'intérêt directeurs. Mais le problème, c'est quoi? C'est le contexte international et le fait que la France, sa dette, elle l'emprunte à des taux qui sont supérieurs. Et ça, c'est des choses qui entrent aussi en compte dans le taux d'intérêt que la banque va prêter à ses clients. Et c'est pour ça qu'on voit aussi une aussi grande différence entre les profils au niveau des taux d'intérêt auxquels elles vont pouvoir emprunter. Pour des excellents profils, on peut avoir des taux d'intérêt très très bons. Et pour des profils moyens, on a des baisses de taux qui sont très très résiduelles. Donc c'est pour ça que nous aussi, je rejoins ce que tu dis tout à l'heure par rapport au marché qui atterrit, c'est que aussi nous, en tant que professionnels du marché, on a un rôle qui est encore plus primordial parce que on sait où va se trouver la meilleure solution pour nos clients en fonction de leur profil. Donc notre valeur ajoutée en fait est encore plus importante que l'époque bénite que soulignait Arthur, où n'importe qui pouvait emprunter, les taux d'intérêt étaient à 0, 0,5, 0,9. Finalement, ça n'avait pas beaucoup de sens. Donc moi, je rejoins tout à fait ton avis au niveau du fait que voilà, le marché atterrit et finalement, les professionnels des secteurs de l'immobilier, tout corps confondu, j'ai envie de dire, prennent encore plus de sens dans ce marché. Est-ce que vous sentez que les banques, justement, parce que souvent, alors je vais peut-être dire une bêtise, mais moi, il y a quelques années, j'avais le sentiment que les banques aimaient pas trop communiquer sur le fait que, enfin, je vais peut-être un peu fort dans ce que je dis, mais on avait le sentiment que voilà, bon, ils prêtaient pas, ça changeait pas forcément quelque chose à leur vie, alors que clairement l'emprunt bancaire pour une banque c'est quand même un source de gain très important, et qu'aujourd'hui ils avancent un petit peu plus à visage découvert. On a vu tout un tas de campagnes publicitaires, venez, on vous prête, etc. Ce qu'on sentait, c'était pas tout à fait le même message, je trouvais, qu'on avait à l'époque. Et aujourd'hui, peut-être que cette dynamique est également soutenue par la volonté bancaire de se dire oui, on a besoin, on veut. C'est même pas là, on veut et on doit prêter parce qu'on a besoin de ça pour également vivre. Du coup, on réouvre peut-être un petit peu plus facilement les vannes. Une dernière chose, moi, qui m'avait surpris, je citerai pas la banque, mais une banque bien connue et gros acteur local, qui nous disait mais en fait, les gens se sont restreints seuls. En fait, c'est pas qu'on a refusé des prêts, c'est que les gens ne nous en demandaient plus. Alors, je dis pas qu'ils en ont pas refusé, mais le taux de demande de dépôt de dossier
Et je pense, Arthur, comme tu le disais, on nous a tellement rabâché du négatif qu'en fait, finalement, les gens étaient chez eux, on se disait, j'aurais pas mon prêt, je vais pas le demander. Alors que peut-être qu'ils l'auraient finalement obtenu. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, ces choses-là se sont un petit peu réglées et ça a permis peut-être de dévisser un peu le boulon et d'avancer un petit peu significativement. Est-ce que c'est quelque chose que tu sens aussi? Bien sûr, quand on parlait tout à l'heure des médias qui quand même nous permettent d'avancer plus favorablement, il y a aussi les communications des banques. Il y a de plus en plus de communications. Vous promenez dans la rue, prenez le bus, prenez le métro, et on se rend bien compte que il y a des affiches de banques qui mettent en avant soit des taux préférentiels, parfois pour les primo-accédants. Bref, on communique positivement sur le fait de oui, on prête, oui, il faut acheter du coup, et ça permet aussi d'éviter d'avoir des clients qui restent dans leur canapé de locataire en se disant de toute façon la propriété c'est pas pour moi, j'en ai pas la capacité, alors que peut-être que si à l'époque ils auraient pu le faire. Donc oui, en effet les banques communiquent et puis reviennent vers nous avec des conditions. Il y a elles se disputent le bout de gras. Clairement les banques se disputent le bout de gras et toutes. On est dans un marché actuel où toutes les banques prêtent. Alors, certaines prêtent plus à d'autres qu'à certains, plus à des taux différents, mais toutes les banques prêtent. On parlait tout à l'heure Romain, il y a 2 ans, il y a 2 ans, toutes les banques ne prêtaient pas. J'aurais même plus à dire fin 2022, si je me souviens bien, les banques qui prêtaient, c'était sur les doigts d'une main. Donc, c'est un contexte qui fait qu'il est beaucoup plus concurrentiel et des banques reviennent clairement dans la partie et communiquent dessus, on le voit. De fait, votre profession au sens large prend encore plus de sens et c'est, j'imagine, plus challengeant de se dire tiens, effectivement, monsieur le courtier, vous allez pouvoir vraiment m'aider parce que aujourd'hui le contexte est plutôt favorable. Je redeviens un objet séduisant, courtisé. Faites ce que vous pouvez pour m'obtenir les meilleures propositions. Et j'imagine que ça doit être quelque chose aussi que les clients viennent chercher et ils sentent qu'ils peuvent le chercher. C'est exactement ça. Après, il y a 2 composantes dans notre métier. On donnera peut-être plus en précision tout à l'heure, mais on est là parfois pour optimiser les conditions des clients. Voilà, on est purement en recherche de conditions avec forcément du conseil parce qu'on parle beaucoup du taux, mais il y a plein d'autres composantes qu'il va falloir regarder. Mais il y avait aussi parfois à cette époque où on était juste en recherche de solutions. Ça veut dire qu'il y avait des clients qui venaient nous voir. C'était pas un taux qu'ils recherchaient, c'était un crédit pour acheter leur maison. Là aujourd'hui, on a plus de marge de manœuvre sur la partie taux et c'est plutôt une bonne chose pour nos clients et pour notre profession aussi parce que ça permet d'aller chercher plus de plus-value, de réduire des coûts de crédit, parfois pour nos partenaires agents immobiliers d'optimiser les budgets des clients parce que il manque toujours 10-20 000 euros pour avoir le bien idéal. Donc peut-être que parfois on peut se permettre d'optimiser tout ça. Ouais. Top. Écoute, en tout cas, pour cette première partie, c'est assez clair. C'est plutôt un vent positif qui a soufflé là dans les studios. On se retrouve dans un instant pour la deuxième partie où on abordera un peu plus en détail, vos services et votre ADN au niveau de vos services et de comment on peut accompagner nos charges acquéreurs. À tout de suite. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Cette émission vous est présentée par le groupe RDIMO Aix-les-Bains. Vous entendez les murmures du lac? Histoire, immobilier, culture et patrimoine. Romain a plein de choses à vous dévoiler. De retour en direct pour cette seconde et deuxième partie de notre émission Les Murmures du Lac, toujours sur le 92.1 FM, bientôt sur le DAB+, on n'en peut plus de l'attendre. Petit clin d'œil à Sandra ici présente dans les studios qui elle aussi met des cierges tous les jours dans les églises pour que ça passe. On aimerait pouvoir que vous nous écoutiez jusqu'à dépasser les frontières. Ça va venir, me dit-elle. On y croit peut-être pour notre prochain anniversaire qui arrive à grands pas dans 2-3 mois. Ça serait beau que ça coïncide. Rêverie terminée. Repassons aux choses sérieuses avec mes invités du jour qui sont encore une fois venus en force. Nicolas Guinet que je connais depuis un petit moment maintenant, courtier donc chez City & Co, accompagné, on a fait l'honneur d'avoir son responsable régional Arthur Pégard et accompagné de quelqu'un qui est un petit peu là, j'ai l'impression qu'il s'est fait alpaguer par ces messieurs pour finir ce beau tableau. Samuel Mentor qui, si je dis pas de bêtises, toi tu opères plutôt sur le bassin lyonnais. Bassin lyonnais et annécien. Et annécien, tout à fait. Et toi Arthur, j'imagine responsable Rhône-Alpes, de toute façon là on est sur la région en totalité. Et toi Nicolas, plutôt de Savoie, mais un petit peu Savoie finalement aussi, puisqu'on a eu on essaie d'opérer ensemble sur la Savoie. Tout à fait. Donc une forte présence en tout cas sur nos territoires.
on a fait un petit brief là sur le marché. Donc on en retient que le marché repart plutôt bien. Les banques veulent prêter, les banques ont envie de vous séduire, chers auditeurs et auditrices. Donc c'est le moment d'aller demander un prêt, de batailler pour avoir des conditions. Et aujourd'hui, je pense que le métier de courtier aussi c'est bien ancré dans le paysage. Et c'est vrai que alors peut-être que je vais encore dire une bêtise, mais peut-être qu'au tout départ, on se disait tiens, effectivement ça peut être un coût. Est-ce que ça vaut le coup justement de passer pour un courtier? Alors moi j'en suis convaincu parce que c'est déjà du temps, de l'énergie, courir après les banques, courir après des conditions. C'est des fois peut-être un vocabulaire ou un monde qu'on connaît pas forcément. C'est beaucoup de temps. C'est je pense assez chronophage. Et je pense que vous avez de toute façon comme je vais utiliser un terme pas péjoratif, mais un peu comme des grossistes, finalement, vous avez certainement dealé des avantages que nous autres, on n'aurait pas forcément. Alors, on va essayer de s'atteler un petit peu à ça sur cette deuxième partie, si vous le souhaitez bien. C'est un petit peu ce parcours client, cette expérience client. Comment on opère chez vous? Quelles sont vos spécificités? Qu'est-ce que on peut avoir chez vous qu'on n'aurait pas forcément ailleurs? Voilà, c'est l'heure de me faire rêver un petit peu et de me faire signer un petit prêt. Bon, moi, je suis toujours prêt pour m'endetter pour de la pierre. Vous savez, je suis toujours content d'avoir une dette saine. J'appelle ça une dette saine. La pierre, c'est un bon investissement. C'est mieux qu'acheter un lave-linge. Faut mieux acheter un petit appartement qu'on met en location ou je ne sais quoi, ou en profiter. En tout cas, c'est toujours, je pense, de l'argent bien investi. Donc, comment je serais reçu avec toi, Nicolas? Comment ça commencerait? Eh bien, ça commencerait déjà par une recommandation, évidemment. Donc, soit de la part d'un ami, de la famille ou d'un agent immobilier, par toi, Romain, par exemple, comme c'est déjà arrivé, d'ailleurs. Donc, moi, à partir du moment où je reçois le client et que la personne est déjà positionnée sur un bien, à ce moment-là, c'est donc j'interviens au moment où elle a déjà acheté. Donc là, il faut que j'aille trouver une solution. Il se peut aussi que je reçoive des clients pour faire une étude d'enveloppe. Donc à ce moment-là, ce sera plus lui dire vers quel bien il peut se positionner compte tenu du marché, de l'évolution des taux, etc. Donc si c'est aller chercher une solution, pourquoi passer par moi? Déjà, il y a un avantage au niveau de la rapidité. C'est-à-dire qu'en 10 jours à peu près, j'aurai sollicité tous les partenaires du marché et j'aurai une proposition au moins à lui présenter. En général, on en retient 3. Notre spécificité, comme je le disais tout à l'heure, c'est d'aller solliciter toutes les banques du marché. Ça, c'est vraiment important parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les politiques commerciales des banques fluctuent mensuellement presque. On a vraiment une tendance qui peut s'affiner, qui peut se modifier considérablement d'un mois sur l'autre. Donc moi, ma connaissance du marché, elle va me permettre justement de m'adapter et de projeter le client vers telle ou telle banque. Et il y a évidemment une question de profil. Tel profil va être plus recherché par une banque. Bon, évidemment, des profils qui gagnent plus de 100 000 euros à l'année, tout le monde les veut, mais il y a des profils qui sont standards et qu'on a l'habitude de financer, mais que, en fonction des emplois qu'ils occupent, les banques vont être plus ou moins réceptives à leur faire de bonnes propositions. Le fait de travailler avec toutes les banques me permet, mais également je vais tout mettre en concurrence. C'est-à-dire que je vais aller solliciter les banques en leur disant que j'ai trouvé quelque chose à côté. Si elles veulent garder le client, il va falloir qu'elles fassent mieux que la proposition que j'ai eue. Parce qu'une de nos spécificités importantes, c'est qu'on travaille avec la banque de nos clients, mais on la met en concurrence comme si finalement elle faisait partie des banques qu'on sollicitait par ailleurs. À chaud, question, est-ce que les banques justement, est-ce que je suis client dans la banque X, quelle est la proportion des banques qui conservent leurs clients? Est-ce que vous faites beaucoup changer de banque en ce moment, ou vous arrivez à finalement, comment dirais-je, est-ce qu'ils jouent le jeu plus qu'hier? C'est quoi un petit peu la tendance aujourd'hui, Arthur? Moi, je dirais qu'il y a maintenant de nos jours peut-être pas la moitié, mais presque la moitié des dossiers pour lesquels on arrive finalement à retravailler avec la banque du client avec les meilleures conditions. Après, il y a aussi la réalité, c'est qu'on arrive très souvent à avoir mieux que la banque du client, mais des clients qui ne souhaitent pas changer de banque parce qu'ils s'entendent bien avec leur banque. Donc, on a réussi à faire consentir un effort assez important à la banque pour que le client juge que ce soit pas forcément intéressant pour lui de s'en aller. Donc il y a aussi ce niveau de service. Nicolas en a parlé tout à l'heure, on travaille beaucoup sur les conditions, mais il y a aussi le service qui est recherché par nos clients chez le courtier, mais aussi chez le banquier. On n'est pas concurrent avec les banques, on travaille vraiment ensemble. Le but, nous, c'est d'apporter un maximum de transparence, d'indépendance vis-à-vis de ce choix-là, mais pas non plus d'être le concurrent des partenaires bancaires, parce qu'on a besoin des banques et les clients, évidemment, eux aussi.
Est-ce que, j'ai une question qui me vient à l'esprit, on parle là de financement sur le prêt immobilier, est-ce que la question assurance avec la législation qui a évolué ces dernières années, est-ce que vous êtes également un peu plus consulté maintenant sur ces problèmes-là ou pas spécialement ? Oui, on est plus consulté parce qu'évidemment on en parle beaucoup plus, c'est toujours un petit peu la même chose, on est beaucoup plus consulté, je dirais surtout que les clients sont beaucoup plus alertés et sensibilisés à la partie assurance. Après, sur la question de l'assurance, il faut aussi toujours bien avoir en tête que c'est un coût, l'assurance, mais il y a aussi des garanties en face, d'accord ? C'est comme votre assurance auto-habitation, c'est bien de pas payer cher, mais c'est toujours bien aussi de regarder ce qu'il y a derrière, notamment quand on parle d'assurance emprunteur, parce que là, on parle d'enjeux financiers qui sont assez importants. Donc, il faut toujours, et c'est là où notre rôle est important, c'est de toujours tempérer, de dire au client, oui, il y a peut-être moins cher à tel endroit, mais pour quel niveau de couverture derrière ? Donc, on va toujours s'attacher à rechercher le meilleur qualité-prix, mais il y a beaucoup de technicité sur la partie assurance, et c'est quelque chose qu'on développe beaucoup, parce que on en parle beaucoup. Un autre sujet également, alors qu'on a régulièrement, sujet, je dirais, c'est pas sensible, mais où il y a de l'enjeu, tout ce qui concerne un petit peu les prêts relais. Est-ce que ça aussi vous opérez sur ce secteur-là, ou ça s'écarte un petit peu de votre métier principal ? Est-ce que c'est quelque chose, je vais donner la parole à Samuel pour faire tourner un petit peu la table, est-ce que c'est quelque chose, comment vous traitez un petit peu ça, et est-ce que vous le faites déjà ? C'est quelque chose qu'on fait au quotidien. C'est quelque chose qui va permettre au client de pouvoir se positionner sur un bien alors qu'il n'a pas encore vendu son bien, son appartement ou sa maison. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le prêt relais, on a une vraie plus-value là-dessus parce que en fonction de la banque, on va pas avoir forcément le même prêt relais. Et d'une banque à une autre, on va avoir un projet qui va pouvoir se réaliser ou ne pas se réaliser. D'où l'intérêt pour un client de pouvoir consulter le courtier pour savoir si son projet est réalisable et dans quelles conditions est-ce qu'il va être réalisable. C'est vrai que nous, en plus, en tant qu'agent immobilier, quand on a des clients qui sont vraiment, comment dirais-je, qui ont coup de cœur, dire c'est vraiment l'appartement que je veux, ok, d'accord, comment vous allez le financer ? Faut que je vende ma maison. Alors déjà, il y a le vendeur qui peut être un petit peu déstabilisé, ou on peut le rassurer. C'est vrai qu'il y a le côté temps qui va un petit peu jouer. Quand la personne est pressée, des fois le prêt relais est un petit peu inévitable entre guillemets. C'est dans ces cas de figure-là où on va dire au client, écoutez, si vous voulez concrétiser votre projet, le vendeur, lui aussi, il a des projets, il va déménager, il y a la rentrée scolaire, il y a que sais-je, on est timé. Il peut pas vous donner 6 mois comme ça gratuitement entre guillemets. Et c'est pas qu'il veut pas, mais il est un petit peu coincé. Ce prêt relais, ça peut être un prêt relais entre guillemets sec ou qui suffira à couvrir parce que le bien de l'acheteur est payé. Mais on peut aussi avoir, j'imagine, et là peut-être que ça se complexifie encore plus, un prêt relais doublé d'un prêt classique. Est-ce que aujourd'hui le monde bancaire est plutôt aussi, je dirais, positif avec ça? Est-ce que c'est des situations aujourd'hui difficiles à gérer, ou bon, finalement ça reste que des montages à faire avec un petit peu de discernement et ça passe aussi? Nicolas? Oui, on en fait de plus en plus. Donc, on a des partenaires bancaires avec lesquels on travaille très bien. Comme le soulignait Samuel, c'est vrai. Là, on a vraiment une plus-value encore plus importante parce que selon les banques, un projet peut passer ou ne pas passer. Après, nous, on va orienter le client vers ce qui est le plus adapté à son projet, parce qu'il y a vraiment un montage de pré-relais presque par banque. En tout cas, au niveau de ce qui est pris en compte dans l'endettement, je vais pas être trop technique et rentrer dans des détails qui perdraient tout le monde. Mais en gros, l'idée, c'est que effectivement, c'est possible. Il faut ne pas hésiter à nous solliciter. C'est très classique, ce que tu as dit, Romain. Un pré-relais sec, ça existe quasiment pas. On fait souvent un pré-relais plus un prêt complémentaire qui est plus ou moins élevé, mais en général, c'est quasiment automatique parce que la valeur du bien objet du pré-relais va être pondérée à 70% par la banque. Donc, à moins que la personne veuille emménager dans un bien qui est nettement moins cher que celui qu'elle vend, forcément, il y aura besoin d'un prêt complémentaire par la suite qui pourra être remboursé par ailleurs. Enfin, voilà. Après, tout est imaginable, en tout cas. Mais voilà, c'est vrai qu'on a une plus-value très forte et on a des partenaires bancaires qu'on peut solliciter très facilement et qui sont très ouverts à la discussion. Est-ce que vous avez justement, et aussi dans nos régions, on a une région plutôt attractive, on a beaucoup de nouveaux arrivants entre guillemets, des gens qui sont mutés, des gens qui sont, moi j'ai eu le cas il y a pas longtemps où quelqu'un qui a un super poste mais qui a sur les mutations on dirait régionales, on peut avoir une période d'essai.
On peut aussi on a de plus en plus d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise. Enfin, ça s'est, je pense, vachement complexifié au niveau du profil. Avant, c'était CDD, CDI, voilà, et puis profession libérale, quoi. C'était assez, je dirais, très segmenté comme profil. Est-ce qu'aujourd'hui vous arrivez enfin, j'imagine que oui, bien sûr, mais on s'est familiarisé un petit peu avec tout ça. Est-ce que les banques ont lâché un peu de mou sur justement les profils, demander 3 bilans, voilà, est-ce que ils se sont un petit peu assouplis sur ces règles? Est-ce que vous le sentez ou finalement pas tant que ça? Oui, on le sent. Alors, ça dépend des partenaires bancaires. Un peu à l'image du prêt relais, la prise en compte des revenus d'un entrepreneur, de quelqu'un qui est en CDD, bref, qui n'a pas le fameux Saint Graal du CDI, elle va dépendre d'une banque à l'autre, d'accord? Donc, oui, elles se sont détendues et puis on a, nous, la possibilité aussi de mettre en avant via certains partenaires bancaires des professions qui sont rapidement rentables. J'ai des exemples encore très concrets de personnes qui se sont lancées en tant qu'auto-entrepreneurs dans le domaine de l'ingénierie informatique, le développement, etc., qu'on a réussi à financer avec moins d'1 an d'ancienneté. Donc tout dépend de beaucoup de paramètres. Il y a la prise en compte des revenus, il y a est-ce qu'il y a un autre emprunteur qui peut rassurer la banque, le montant de l'apport. Mais oui, les banques commencent globalement à comprendre que il y aura de moins en moins de personnes en CDI. C'est le marché aujourd'hui du travail qui le veut. On le voit. On a tous un copain maintenant qui est auto-entrepreneur, qui est à son compte. C'était beaucoup moins le cas avant. Donc oui, les banques se défendent. Mais encore une fois, pour mettre en avant nos services, mais c'est vrai que la connaissance du marché et de ce qui est possible d'une banque à l'autre est encore plus importante parce que ce qui n'est pas possible dans une banque est très souvent possible ailleurs. Mais en effet, on peut pas cumuler tous les critères de risque. C'est-à-dire qu'on peut pas avoir peu d'ancienneté, ne pas avoir d'apport, vouloir emprunter sur une super durée. Il faut essayer de bonifier son dossier. Mais c'est aussi notre boulot. Il y a plein de fois où on a des clients qui viennent nous voir, qui n'ont pas le dossier de l'année, mais qui peuvent faire attention à leur gestion de compte, mettre un petit peu d'argent de côté, trouver un deuxième emploi pour compléter et qui reviennent nous voir 3, 6, 9 mois après avec un dossier pour lequel ils sont finançables et on peut réaliser le projet. Ça, c'est une question aussi que je me posais. Est-ce que les gens anticipent? Parce que c'est vraiment quelque chose qu'on a matraqué, mais c'est un peu comme les notaires. On dit souvent, genre, allez voir votre notaire, préparez votre testament, préparez la suite, ou vous n'avez peut-être pas encore acheté, mais posez les questions, vous n'êtes pas paxé, attention. Enfin, toutes ces petites questions-là. Le financement, bien évidemment. Est-ce que, la proportion de gens qui anticipent, c'est un peu la même, ou est-ce que vous êtes un petit peu plus consulté en amont? Tu disais, Nicolas, tout à l'heure que oui, tu interviens quand la personne a acheté, mais j'ai envie de dire quelque part, l'idéal, ce serait d'être consulté un petit peu avant. Oui, tout à fait. Nous, c'est ce qu'on conseille aux partenaires avec qui on travaille le mieux, c'est vraiment d'essayer de nous envoyer leurs clients le plus tôt possible. Comme ça, on peut vraiment leur faire une étude d'enveloppe et donc ils peuvent après se projeter sur des biens dont ils savent qu'ils sont finançables. Après, évidemment, l'autre enjeu, c'est que, évidemment, tout le monde est un petit peu plus au fait de ce que demandent les banques, de faire attention à la tenue de compte, etc. Donc, je saurais pas dire une proportion, mais on a quand même encore des gens qui viennent nous voir avec des projets qui sont un petit peu surévalués ou en tout cas des enjeux qui sont assez mal maîtrisés, mais c'est vraiment de plus en plus rare. On a vraiment affaire aujourd'hui, peut-être aussi ça a à voir avec la région dans laquelle on est, où voilà, on sait qu'on a des projets immobiliers qui sont quand même assez coûteux, donc les gens s'intéressent quand même bien au financement et à ce que ça implique. Donc je saurais pas donner vraiment un pourcentage, mais en tout cas on voit une nette amélioration par rapport à ça et une maîtrise des enjeux qui est plus importante. Moi, ce que je peux voir sur le plus le temps passe, les gens ont tous reçu quand même une forme d'éducation, c'est-à-dire financière, immobilière, grâce à tout un tas de vecteurs, de canaux d'information, d'émissions variées, etc., la radio, la télé. Finalement, ça s'est un petit peu démocratisé et oui, il faudrait être un peu l'homme des cavernes pour se dire j'ai pas les réflexes un petit peu, je dirais, standards pour me lancer dans ce genre de choses. Moi, en tout cas, je plaide vraiment la cause pour justement nos amis auto-entrepreneurs et libéraux et autres, parce que j'entends encore quand même certaines difficultés, certaines... alors on vous les enverra avec plaisir, parce que justement des gens qui ont plutôt une situation à notre regard positive, mais qui sont pas dans les carcans des 3 bilans, de ci, de ça, alors qu'ils ont plutôt une tenue bancaire qui paraît positive, des revenus qui sont pas mal, et qui se battent tous les jours, qui travaillent, mais qui sont encore un petit peu perçus comme potentiellement à risque. Alors que aujourd'hui, effectivement, le CDI, quelle entreprise est véritablement à l'abri d'une catastrophe? C'est un peu compliqué à dire, mais c'est vrai que ce CDI a vraiment cette image de garantie de sécurité.
Bon, peut-être parce que le droit du travail permet pas de virer les gens comme on veut, donc ça doit peut-être un peu sécuriser peut-être le banquier, je sais pas. Mais en tout cas, je pense que oui, vous avez raison, n'a pas vraiment été franchi. À mon goût, encore peut-être pas totalement assez. Qu'est-ce qu'on peut un petit peu résumer pour si vous aviez 3-4 vraiment forces à mettre en avant, vraiment votre ADN, je dirais pur. Qu'est-ce qu'on doit retenir de City & Co? Beaucoup de choses, on va essayer de faire tenir ça en 4 mots. C'est de la disponibilité, de l'implication dans le projet, il faut le rappeler. Quand vous vous adressez à un courtier chez City & Co, vous avez un courtier qui va être pleinement impliqué dans le projet, indépendant, qui a beaucoup moins de clients que le banquier, donc forcément un niveau d'implication qui sera différent. C'est une totale indépendance vis-à-vis des banques. Nicolas l'a beaucoup souligné, mais aujourd'hui vous êtes garant d'avoir un courtier qui va travailler avec l'intégralité des partenaires bancaires, y compris en local évidemment, je dirais même presque surtout en local. Et puis la garantie d'économiser, d'être accompagné jusqu'au bout, c'est important aussi. On n'en a pas trop parlé, mais quand les clients se positionnent auprès de biens, ils sont pas toujours les seuls, et on a la connaissance aujourd'hui de beaucoup de professionnels de l'immobilier pour pouvoir justement appuyer les dossiers qu'ils méritent évidemment. Clairement, nous c'est passage obligatoire. Si on n'a pas un feu vert bancaire ou d'un courtier, c'est quelque part la plus forte motivation que nous avons à vous consulter. Bien sûr, si vous pouvez traiter le dossier derrière, j'ai envie de dire, c'est du bonus. Mais l'information qui va primer pour nous, c'est est-ce que je peux faire confiance à ce client? Est-ce qu'il est finançable? On va se mouiller par rapport à nos vendeurs. On met en jeu un petit peu notre sérieux. Moi, je dis souvent, pareil aussi à nos agences, et on dit souvent aux gens, on va sécuriser votre transaction. Pour moi, c'est effectivement cette partie-là qui est importante. Le petit mot de la fin, moi, c'est sur celui-là que j'aimerais conclure, c'est l'économie. Souvent, on peut se dire, tiens, je vais faire appel à un prestataire, ça va me coûter quelque chose. Et au final, moi, c'est aussi pour ça que j'ai apprécié passer par des courtiers dans ma vie. Je me suis dit, ah ouais, purée, les gars, ils font mieux que mon banquier, quoi. C'est quand même, alors c'est un côté frustrant, agaçant, que tu te dis, t'es client de ton banquier depuis 10 ans, 20 ans. Puis bon, au final, t'as un client parmi les 72 000 qu'il a dans son portefeuille. Et le courtier, il arrive à quelque chose. Alors, c'est pas du simple au double, mais il y a un vrai résultat, et on a le sourire à la fin. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on souligne pas assez. Donc définitivement, je trouve que c'est quelque chose que tu as raison de mettre en avant. Exactement, c'est ça. On est sur des économies qui se chiffrent en dizaines de milliers d'euros, quand évidemment nos services ne se tarifient pas à ces montants-là. Donc allez-y, foncez. Puis on a la chance de pouvoir le prouver. C'est très transparent. Évidemment, tous les coûts sont indiqués, sont intégrés au plan de financement. Donc je te rejoins là-dessus, Romain, avec plaisir. Comment on vous contacte pour terminer City & Co? Un site, il y a les coordonnées de tout le monde, j'imagine. Il y a cityandco.fr, un site, vous avez un formulaire de contact, vous dites que vous venez de la part de la radio, de Romain, de qui vous voulez, vous serez rappelé très rapidement, et sinon vous avez évidemment tous nos coordonnées sur LinkedIn et les réseaux qui vont bien. Super. Écoutez, en tout cas, merci Nicolas à nouveau, merci Arthur pour ta présence, merci Samuel d'avoir fait un petit crochet. Et puis, chers auditeurs, auditrices, merci d'avoir passé cette émission avec nous. J'espère que ça vous a plu et vous a poussé à, d'une part, investir dans la pierre. Encore une fois, c'est de bons investissements. Faites-vous bien accompagner, un bon agent immobilier, un bon notaire, un bon courtier. Voilà la triplette gagnante pour avoir un dossier efficace. On a la chance d'être dans des régions qui sont porteuses, où l'investissement, vous voyez, les prix ont pas flanché, le marché est plutôt bon. Donc c'est le moment d'y aller. Quant à moi, écoutez, je vous retrouverai d'ici 15 jours pour une nouvelle édition des Murmures du Lac. Restez bien à l'écoute du direct, là, un petit quart d'heure de musique. À 18h, votre émission sportive, comme à son l'habitude, 9-2-1 partez. Écoutez, une belle fin de semaine à tous sur les ondes de Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. Votre radio.